peut-être pour parler de certaines choses. Là, c'est vrai que je suis parti sur une série où je fais une lecture chaude et enregistrée d'un côté, et là, je vous fais du tapping, du machin, tout ça autour. Donc j'ai envie de continuer comme ça, au moins la première pour les premiers extraits. Et si je reprends un jour depuis le début les Harry Potter, et là, je ferai de façon plus conventionnelle, je reprendrai d'autres extraits évidemment. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Harry Potter et l'Ordre du Phénix par J.K. Rowling. Noël dans la salle spéciale. Était-ce pour cela que Dumbledore ne voulait plus croiser le regard de Harry? S'attendait-il à voir Voldemort le fixer à travers ses yeux? Craignait-il que le vert de ses iris vire soudain au rouge et que ses pupilles se réduisent à deux fentes comme celles des chats? Harry n'était pas prêt d'oublier la face de serpent de Voldemort qui s'était incrustée à l'arrière de la tête du professeur Quirrell, et il passa la main derrière sa propre tête en se demandant ce qu'il ressentirait si les traits de Voldemort se dessinaient soudain sur son crâne. Il se sentait sale, contaminé, comme s'il était porteur d'un germe mortel. Sur le chemin du retour, il s'estima indigne de s'asseoir dans le métro en compagnie de gens innocents, sains, dont le corps et l'esprit ne portaient pas la souillure de Voldemort. Il n'avait pas seulement vu le serpent, il avait été le serpent, il le savait à présent. Une pensée terrifiante lui vint alors à l'esprit, un souvenir qui remontait à la surface et lui donnait soudain l'impression que ses entrailles elles-mêmes ondulaient et se tortillaient comme des serpents. Il ne cherche pas seulement à recruter des partisans, il a également d'autres projets, des choses qu'il ne peut obtenir que dans le plus grand secret. Une arme, par exemple, une arme nouvelle dont il ne disposait pas la dernière fois. Je suis cette arme, pensa Harry, et c'était comme si un poison se répandait dans ses veines, lui glaçait le sang. Il sentit son corps se couvrir de sueur tandis qu'il oscillait sur son siège au rythme de la rame qui s'enfonçait dans le tunnel obscur. Je suis celui que Voldemort essaye d'utiliser. Voilà pourquoi ils me suivent partout où je vais. Ce n'est pas pour ma protection, c'est pour celle des autres. Mais ça n'a pas marché, ils ne peuvent pas me surveiller sans cesse quand je suis à Poudlard. Et c'est moi qui ai attaqué Mr. Weasley la nuit dernière. Voldemort m'a obligé à le faire et peut-être qu'en cet instant même, il est en moi, peut-être qu'il écoute chacune de mes pensées. Ça va, Harry, mon chéri, murmura Mrs. Weasley. Elle s'était penchée devant Ginny. Il lui parlait à l'oreille pendant que la rame poursuivait son chemin dans un fracas métallique. Tu n'as pas l'air très bien, j'espère que tu n'es pas malade. Tous les regards étaient tournés vers lui. Il hocha violemment la tête en signe de dénégation et fixa les yeux sur une affichette qui vantait les services d'une compagnie d'assurance. Harry, mon chéri, tu es sûr que ça va, insista Mrs. Weasley d'une voix inquiète. Il était de retour à présent Square Grimmauld et contournait la pelouse en friche qui occupait le centre de la place. Tu parais si pâle. Tu as dormi ce matin? Tu vas monter et te coucher tout de suite comme ça. Tu pourras te reposer 2 heures avant le dîner, d'accord? Il acquiesça d'un signe de tête. Elle lui offrait une excuse toute faite pour éviter de parler aux autres, ce qui était précisément son plus cher désir. Dès que Mrs. Weasley eut ouvert la porte d'entrée, il passa tout droit devant le porte-parapluie en jambes de troll et monta l'escalier jusqu'à la chambre. Il se mit alors à faire les 100 pas dans la pièce, entre les 2 lits, et le cadre vide de Phineas Nigellus, la tête bouillonnant de questions et d'hypothèses plus terrifiantes que jamais. Comment
transformer en serpent. Peut-être était-il un animagus. Non, c'était impossible, il le saurait. Peut-être Voldemort en était-il un. Oui, songea Harry, tout se tient, c'est lui qui se transforme en serpent. Et quand Voldemort prend possession de moi, alors nous nous transformons tous les deux. Ça n'explique toujours pas. Cependant, comment j'ai pu aller à Londres puis revenir dans mon lit en l'espace de 5 minutes. Mais Voldemort est sans doute le plus puissant sorcier du monde et en dehors de Dumbledore, ce ne doit pas être très difficile pour lui de transporter quelqu'un aussi rapidement. Puis, dans un sursaut de panique qui le frappa comme un coup de poignard, il pensa « Tout cela est complètement fou. Si Voldemort a pris possession de moi, je suis en train de lui donner en ce moment même une vue parfaitement claire du quartier général de l'ordre du Phénix. Il saura ainsi qui fait partie de l'ordre et où se trouve Sirius. Et en plus, j'ai entendu des tas de choses que je n'aurais jamais dû savoir. Tout ce que Sirius m'a dit le premier soir où je suis arrivé ici. Il n'y avait plus qu'une seule possibilité. Quitter le Square Grimmauld à l'instant même. Il irait passer Noël à Poudlard sans les autres, ce qui garantirait leur sécurité au moins pendant les vacances. Mais non, ce n'était pas la bonne solution. Il y avait encore plein de gens à Poudlard qu'il pourrait blesser ou mutiler. Et si la prochaine victime était Simus, Dean ou Neville? Il cessa de faire les 100 pas et s'arrêta devant la toile vide de Phineas Nigellus. Harry eut soudain l'impression d'avoir du plomb au creux de l'estomac. Il n'y avait plus d'autre choix. Il devait retourner à Privet Drive, se couper entièrement du monde des sorciers. Si c'était vraiment ce qu'il fallait faire, il était inutile de rester ici plus longtemps. Essayant de toutes ses forces de ne pas imaginer ce que serait la réaction des Dursley lorsqu'ils le trouveraient devant leur porte 6 mois avant la date prévue, il s'avança à grands pas vers sa grosse valise, enferma le couvercle d'un coup sec et verrouilla la serrure. Puis il jeta un regard autour de lui, cherchant machinalement Edwidge, et se rappela qu'elle était restée à Poudlard. Au moins, il n'aurait pas à porter sa cage. Il prit sa valise par l'une des poignées et la traîna derrière lui en direction de la porte, lorsqu'une voix sarcastique s'éleva soudain. « Alors on prend la fuite ?» Il se retourna. Phineas Nigellus était apparu sur sa toile. Adossé contre le cadre, il regardait Harry d'un air amusé. « Non, je ne prends pas la fuite, » répliqua Harry d'un ton brusque en continuant de tirer sa valise. « Je croyais, » reprit Phineas Nigellus en caressant sa barbe, qu'appartenir à la maison Gryffondor signifiait qu'on était courageux. J'ai l'impression que vous auriez été beaucoup plus à votre place dans ma propre maison, car nous, les Serpentards, nous ne manquons certes pas de courage, mais nous ne sommes pas stupides. Par exemple, quand on nous donne le choix, nous préférons toujours sauver notre peau. Ce n'est pas ma peau que je sauve, répondit laconiquement Harry. Il avait traîné sa valise jusqu'à la porte, là où le tapis était gondolé et mangé au mythe, plus encore que dans le reste de la pièce. « Ah, je vois, » dit Phineas Nigellus qui continuait de se caresser la barbe. Il ne s'agit pas d'une fuite inspirée par la couardise, mais d'une attitude pleine de noblesse. Harry ne lui accorda aucune attention. Il avait la main sur la poignée de la porte lorsque Phineas Nigellus ajouta d'un ton nonchalant « J'ai un message pour vous de la part de Dumbledore. » Harry fit volte-face. « Qu'est-ce que c'est ?»« Restez où vous êtes. »« Je n'ai pas bougé, » répliqua Harry, la main toujours sur la poignée de la porte. « Alors c'est quoi ce message ?»« Je viens de vous le donner, jeune sot, » répondit Phineas Nigellus d'une voix doucereuse. « Dumbledore vous dit « Restez où vous êtes. » »« Et pourquoi ?» demanda Harry avec impatience en laissant tomber sa valise. « Pourquoi veut-il que je reste ? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ?»« Rien du tout, » répondit Phineas Nigellus en haussant un sourcil noir et fin, comme s'il trouvait Harry impertinent. La colère de Harry remonta à la surface comme un serpent qui se dresse soudain parmi les hautes herbes. Il était épuisé, son esprit s'égarait au-delà de toute mesure. Au cours des 12 dernières heures, la terreur, le soulagement, puis à nouveau la terreur s'étaient succédé en lui, et pourtant Dumbledore ne voulait toujours pas lui parler.
pensa-t-il d'une voix forte. Restez où vous êtes. C'est aussi tout ce qu'on a trouvé à me dire après l'attaque des détraqueurs. Tiens-toi tranquille pendant que les adultes s'occupent des choses sérieuses. On ne prendra pas la peine de te dire quoi que ce soit parce que ton minuscule petit cerveau ne saurait pas comment réagir. Voilà précisément pourquoi j'ai toujours détesté être professeur, répliqua Phineas Nigellus d'une voix encore plus forte que celle de Harry. Les jeunes gens ont toujours l'infernale certitude d'avoir raison en toutes choses. Vous est-il jamais venu à l'esprit, mon pauvre petit jacasseur tout boursouflé d'importance, que le directeur de Poudlard vous pourrait avoir une excellente raison de ne pas vous confier dans leurs plus infimes détails les projets qu'il a en tête? Avez-vous jamais pris le temps de remarquer que, malgré votre sentiment d'être si durement traité, vous n'avez jamais eu à souffrir d'avoir suivi les ordres de Dumbledore? Non, non, comme tous les jeunes gens, vous êtes convaincu que vous êtes seul à ressentir, seul à réfléchir, que vous seul êtes assez intelligent pour comprendre ce que le Seigneur des Ténèbres prépare. Il prépare quelque chose qui me concerne alors, demanda précipitamment Harry. Ai-je dit cela? Répondit Phineas Nigellus en contemplant ses gants de soie d'un air nonchalant. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai autre chose à faire que prêter l'oreille aux tourments d'un adolescent. Je vous souhaite le bonjour. Et il sortit du tableau. Très bien, allez-vous-en, s'écria Harry en s'adressant au cadre vide. Et inutile de remercier Dumbledore, il n'y a aucune raison pour ça. La toile resta silencieuse. Rageur, Harry ramena sa valise au pied de son lit et se jeta à plat ventre sur les couvertures mangées au mythe, les yeux fermés, le corps lourd et douloureux. Il avait l'impression d'avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres. Il lui semblait impossible que, moins de 24 heures plus tôt, Cho Chang se soit approché de lui sous la branche de gui. Il était si fatigué, il avait peur de dormir, mais il ne savait pas combien de temps encore il pourrait lutter contre le sommeil. Dumbledore lui avait dit de rester. Cela devait signifier qu'il avait le droit de dormir. Mais la peur était là quand même. Si quelque chose de semblable se produisait à nouveau, il s'enfonça peu à peu dans l'obscurité. C'était comme si un film dans sa tête l'avait attendu pour commencer. Il marchait dans un couloir désert en direction d'une porte lisse et noire, entre des murs de pierre brute, éclairés par des torches. Sur la gauche, un passage ouvert donnait sur une volée de marches qui descendait. Il atteignait la porte mais ne parvenait pas à l'ouvrir. Il restait là à la contempler, avec une envie irrépressible d'entrer. Quelque chose qu'il désirait plus que tout au monde se trouvait derrière cette porte. Quelque chose qui dépassait tous ses rêves. Si seulement sa cicatrice cessait de le picoter, il pourrait réfléchir plus clairement. « Harry, dit la voix très, très lointaine de Ron. Maman dit que le dîner est prêt, mais qu'elle te gardera quelque chose si tu veux rester couché. » Harry ouvrit les yeux, mais Ron avait déjà quitté la pièce. « Il ne veut pas rester seul avec moi, pensa-t-il, pas après avoir entendu ce que Maugré a dit. » Il se doutait que plus personne ne voulait se trouver en sa présence maintenant qu'il savait ce qu'il y avait en lui. Il ne descendrait pas dîner, il ne leur infligerait pas sa compagnie. Il se tourna de l'autre côté et retomba bientôt dans le sommeil. Il se réveilla beaucoup plus tard, aux premières heures du jour, rongé par la faim. Ron ronflait dans le lit d'à côté. Plissant les yeux pour scruter la pénombre, Harry vit la silhouette sombre de Phineas Nigellus qui était revenu dans son portrait, et il pensa que Dumbledore l'avait sans doute chargé de le surveiller au cas où il attaquerait quelqu'un d'autre. L'impression de souillure s'intensifia. Il regrettait presque d'avoir obéi à Dumbledore. Si telle devait être sa vie désormais dans la maison du Square Grimmauld, peut-être qu'après tout, il serait mieux à Privet Drive. Tout le monde, à part lui, passa la matinée à accrocher des décorations de Noël. Harry ne se souvenait pas d'avoir jamais vu Sirius d'aussi bonne humeur. Il allait même jusqu'à chanter des cantiques, apparemment ravi d'avoir de la compagnie pour les fêtes. Harry entendait sa voix filtrer à travers le parquet, dans le salon glacé où il était assis tout seul, regardant
le ciel de plus en plus blanc qui annonçait la neige. Harry éprouvait une sorte de plaisir sauvage à donner aux autres l'occasion de parler de lui comme il devait sûrement le faire. Quand il entendit Mrs. Weasley l'appeler doucement dans l'escalier à l'heure du déjeuner, il ne lui répondit pas et alla se réfugier plus haut dans les étages. Vers 6 heures du soir, la sonnette de la porte d'entrée retentit et Mrs. Black recommença à hurler, se doutant que Mundungus ou quelque autre membre de l'ordre était venu en visite. Il se cala plus confortablement contre le mur, dans la pièce où Buck était enfermé et où lui-même avait décidé de se cacher. Il essayait d'ignorer sa propre faim tandis qu'il donnait à l'hippogriffe des rats morts à manger. Quelques minutes plus tard, il sursauta légèrement en entendant quelqu'un frapper à grands coups contre la porte. « Je sais que tu es là, dit la voix d'Hermione. Tu veux bien sortir? J'ai à te parler. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Harry en ouvrant la porte. Buck s'était remis à gratter la paille répandue sur le sol, à la recherche des morceaux de rats qui auraient pu lui échapper. « Je croyais que tu étais parti faire du ski avec tes parents. »« Pour t'avouer la vérité, je n'aime pas vraiment le ski, répondit Hermione. Alors je suis venue passer Noël ici. » Elle avait de la neige dans les cheveux et ses joues étaient rosies par le froid. « Mais ne le répète pas à Ron, je lui ai dit que le ski était un sport merveilleux parce qu'il n'arrêtait pas d'en rire. Mes parents sont un peu déçus, mais je leur ai expliqué que tous ceux qui préparent sérieusement leur examen restent à Poudlard pour travailler. Et comme ils veulent que je réussisse, ils comprendront. Bon, maintenant, allons dans ta chambre, ajouta-t-elle d'un ton vif. La mère de Ron y a allumé un feu et elle a apporté des sandwichs. Harry la suivit au 2e étage. Lorsqu'il entra dans la chambre, il fut surpris d'y voir à la fois Ron et Ginny qui l'attendaient, assis sur le lit de Ron. « Je suis arrivé par le magicobus, dit Hermione d'un ton dégagé en retirant son blouson, avant que Harry ait eu le temps de dire un mot. Dumbledore m'a raconté ce qui s'est passé hier matin, mais il a fallu que j'attende la fin officielle du trimestre pour pouvoir quitter Poudlard. Ombrage est déjà furieuse que vous ayez disparu sous son nez, même si Dumbledore lui a dit que Mr. Weasley était à Sainte-Mangouste et qu'il vous avait donné la permission de partir. Bon, alors, elle s'assit à côté de Ginny et tous trois regardèrent Harry. « Comment tu te sens ?» demanda Hermione. « Très bien, assura Harry avec raideur. »« Ne mens pas, Harry, répliqua-t-elle d'un ton agacé. Ron et Ginny m'ont dit que tu te cachais de tout le monde depuis ton retour de Sainte-Mangouste. »« Ah, ils ont dit ça. » Harry jeta à Ron et à Ginny un coup d'œil furieux. Ron baissa les yeux, mais Ginny ne manifesta aucun embarras. « En tout cas, c'est ce que tu as fait, dit-elle, et tu ne nous regardes même plus. »« C'est vous qui ne me regardez plus, dit Harry avec colère. Peut-être que vous vous regardez à tour de rôle, mais jamais en même temps, suggéra Hermione, les coins de sa bouche frémissant en un sourire. Très drôle, dit Harry d'un ton sec en se détournant. Arrête de jouer les incompris, lança Hermione. Écoute, les autres m'ont raconté ce que vous avez entendu l'autre jour avec les oreilles à rallonge. Ah ouais, grogna Harry. Les mains enfoncées dans les poches, il regardait la neige tomber à gros flocons. Alors, comme ça, vous parlez tous de moi. Remarquez, je commence à m'y habituer. C'est à toi qu'on voulait parler, Harry, dit Ginny. Mais comme tu n'arrêtes pas de te cacher depuis qu'on est rentré, je n'avais pas envie qu'on me parle, répondit-il de plus en plus irrité. C'est quand même un peu bête de ta part, s'emporta Ginny. La seule personne que tu connaisses qui ait jamais été possédée par tu sais qui, c'est moi. J'aurais pu te dire quel effet ça fait. Harry resta immobile, frappé par les paroles de Ginny. Puis il tourna sur lui-même pour la regarder en face. « J'avais oublié, dit-il. »« Tu as bien de la chance, répliqua-t-elle avec froideur. Je suis désolé, dit sincèrement Harry. Alors, vous pensez que je suis possédé, hein ? Est-ce que tu te souviens de tout ce que tu as fait demanda Ginny. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de longues périodes de blanc pendant lesquelles tu ne sais plus ce qui s'est passé ? Harry fouilla sa mémoire. Non, dit-il. Dans ce cas, tu sais qui ne t'a jamais possédé, répondit simplement Ginny. Quand il a pris possession de moi, il m'arrivait de ne plus savoir ce que j'avais fait pendant plusieurs heures d'affilée. Tout d'un coup, je me retrouvais quelque part sans savoir comment j'y étais arrivé.
Harry osait à peine la croire, pourtant presque malgré lui, il se sentait le cœur plus léger. Mais quand j'ai rêvé de ton père et du serpent, Harry, tu as déjà eu des rêves dans ce genre-là avant, l'interrompit Hermione. L'année dernière, tu voyais parfois ce que Voldemort était en train de faire. C'était différent, répondit Harry en hochant la tête. Cette fois-ci, j'étais à l'intérieur du serpent. C'est comme si c'était moi, le serpent. Et si Voldemort avait réussi à me transporter à Londres? Un jour, dit Hermione au comble de l'exaspération, tu te décideras peut-être à lire l'histoire de Poudlard, et tu te souviendras alors qu'il est impossible de transplaner à Poudlard, ni pour y venir, ni pour en sortir. Même Voldemort ne parviendrait pas à t'arracher à ton dortoir, Harry. Tu n'as pas quitté ton lit, mon vieux, assura Ron. Je t'ai vu t'agiter pendant au moins 1 minute dans ton sommeil avant qu'on arrive à te réveiller. Harry se remit à faire les 100 pas dans la pièce. Il réfléchissait. Ce qu'il disait n'était pas seulement rassurant, c'était aussi logique. Sans même y penser, il prit un sandwich dans l'assiette posée sur le lit et le fourra avidement dans sa bouche. Finalement, ce n'est pas moi l'arme, songea-t-il. Il sentit une vague de bonheur et de soulagement le submerger, et il eut presque envie de chanter avec Sirius lorsque celui-ci, en passant devant leur porte pour aller voir Buck, entonna à plein poumon « De bon matin, j'ai rencontré l'hippogriffe ». Comment avait-il pu songer à passer Noël à Privet Drive? Le plaisir qu'éprouvait Sirius à voir sa maison à nouveau pleine, et surtout Harry de retour sous son toit, était contagieux. Ce n'était plus l'hôte renfrogné qu'il avait connu l'été dernier. À présent, au contraire, il semblait décidé à ce qu'ils s'amusent autant, sinon plus, que s'ils étaient restés à Poudlard. Les jours suivants, avec leur aide, il travailla sans relâche au nettoyage et à la décoration, et lorsqu'ils allèrent se coucher à la veille de Noël, la maison était à peine reconnaissable. Sur les lustres ternis, des guirlandes or et argent entremêlées de branches de houx avaient remplacé les toiles d'araignée. Une neige magique scintillait en couches épaisses sur les tapis usés et Mondingus s'était procuré un grand sapin de Noël, décoré de fées vivantes, qui cachait avantageusement l'arbre généalogique de la famille de Sirius. Même les têtes d'elfes empaillées sur le mur du hall portaient des barbes et des chapeaux de Père Noël. En se réveillant le matin de Noël, Harry trouva une pile de cadeaux au pied de son lit. Ron avait déjà ouvert la moitié de son propre tas, d'une taille appréciable. Bonne pêche cette année, annonça-t-il à travers un nuage de papier froissé. Merci pour la boussole de balai. C'est une excellente idée, bien meilleure que celle d'Hermione. Elle m'a offert un planning de devoirs. Harry regarda ses cadeaux et trouva un paquet avec l'écriture d'Hermione. À lui aussi, elle avait donné un carnet qui ressemblait à un agenda, mais chaque fois qu'il l'ouvrait, une voix forte lui assonnait des conseils du genre « Fais-le aujourd'hui si tu ne veux pas d'ennui ». Sirius et Lupin lui avaient offert une série d'excellents livres intitulés « La défense magique appliquée et son usage contre les forces du mal », comportant des illustrations animées et en couleurs de tous les contre-maléfices et ensorcellement décrits dans l'ouvrage. Harry feuilleta avidement le premier tome et vit tout de suite qu'il lui serait très utile pour le programme de l'AD. Hagrid lui avait envoyé un portefeuille recouvert de fourrure et muni de crocs, destiné sans doute à dissuader les voleurs, mais qui empêchèrent Harry d'y mettre la moindre pièce sans risquer de se faire arracher un doigt. Donc, lui avait offert un modèle réduit d'éclair de feu que Harry regarda voler autour de la pièce, en regrettant de ne plus posséder la version grandeur nature. Ron lui avait donné une énorme boîte de dragées surprise de Bertie crochu, et le paquet de Mr. et Mrs. Weasley contenait l'habituel pullover tricoté main, ainsi que quelques gâteaux de Noël. Enfin, Dobby lui avait fait parvenir une horrible peinture dont il soupçonnait l'elfe d'être à l'auteur. Alors qu'il la retournait pour voir si elle ne serait pas mieux à l'envers, un craquement sonore retentit et Fred et George transplanèrent au pied de son lit. « Joyeux Noël !» lança George. « Ne descendez pas tout de suite. »« Et pourquoi ?» demanda Ron. « Maman est encore en train de pleurer, dit Fred d'un ton lourd. Percy lui
lui a renvoyé son pull de Noël. Sans même un mot, ajouta Georges. Il n'a pas demandé de nouvelles de papa. Il n'a pas été le voir, rien. On a essayé de la consoler, dit Fred, qui avait contourné le lit pour venir voir la peinture que Harry tenait entre ses mains. On lui a dit que Percy n'était qu'un énorme tas de crottes de rat. Mais ça n'a pas marché, dit Georges en prenant un choco-grenouille. Alors Lupin a pris le relais. Il vaut mieux lui laisser le temps de lui remonter le moral avant de descendre prendre le petit déjeuner. Qu'est-ce que ça représente demanda Fred, le regard fixé sur le tableau de Dobby. On dirait un gibbon avec deux gros yeux noirs. C'est Harry, s'exclama Georges en montrant le dos de l'image. C'est écrit derrière. Très ressemblant, commenta Fred avec un sourire. Harry lui jeta à la figure son nouvel agenda qui heurta le mur d'en face et tomba sur le sol en lançant d'un air joyeux. Si tu as bien travaillé, tu peux aller t'amuser. Ils se levèrent et s'habillèrent au son des joyeux Noël qui retentissaient dans toute la maison. Lorsqu'ils descendirent l'escalier, ils rencontrèrent Hermione. « Merci pour le livre, Harry, dit-elle d'un ton enjoué. Il y avait une éternité que je la voulais, cette nouvelle théorie de la numérologie. Et ce parfum est très original, merci Ron. Pas de quoi, répondit Ron, et ça c'est pour qui? Ajouta-t-il en montrant d'un signe de tête le paquet soigneusement emballé qu'elle portait sous le bras. Pour créature, répondit Hermione d'un air radieux. Il y a intérêt à ce que ce ne soit pas un vêtement. La prévint Ron. Tu te souviens de ce que Sirius a dit? Créature en sait trop, on ne peut pas se permettre de le libérer. Ce ne sont pas des vêtements, assura Hermione. N'empêche que si j'avais mon mot à dire, je lui donnerais sûrement autre chose à se mettre que ce vieux chiffon crasseux. En fait, c'est un couvre-lit en patchwork. J'ai pensé que ça aiguirait un peu sa chambre. Quelle chambre? Demanda Harry en baissant la voix dans un murmure tandis qu'il passait devant le portrait de la mère de Sirius. Sirius dit que ce n'est pas vraiment une chambre, plutôt une espèce de tanière, répondit Hermione. Apparemment, il dort sous la chaudière dans le réduit à côté de la cuisine. Mrs. Weasley était la seule personne présente. Lorsqu'ils arrivèrent au sous-sol, elle se tenait devant le fourneau et reniflait comme si elle avait eu un mauvais rhume. Elle leur souhaita un joyeux Noël et tout le monde évita de croiser son regard. « Alors c'est là, la chambre de créature ?» demanda Ron en s'avançant vers une porte délabrée, située dans le coin opposé au garde-manger. Harry ne l'avait jamais vue ouverte. « Oui, dit Hermione, un peu mal à l'aise. Je pense qu'il vaudrait mieux frapper. » De ses doigts repliés, Ron donna quelques coups contre le panneau, mais il n'eut pas de réponse. « Il rôde sans doute dans les étages, dit-il. » Et sans plus de cérémonie, Ron ouvrit la porte. Burk. Harry jeta un coup d'œil à l'intérieur. La plus grande partie du réduit était occupée par une immense chaudière d'un modèle très ancien. Dans l'espace d'une trentaine de centimètres de hauteur situé sous la tuyauterie, Créature s'était aménagé une sorte de nid. Un mélange de chiffons assortis et de couvertures malodorantes était entassé sur le sol. Au milieu, un petit creux indiquait l'endroit où Créature se pelotonnait chaque nuit pour dormir. On apercevait de ci, de là, incrustés dans le tissu, des miettes de pain rassis de vieux morceaux de fromage moisi. Dans le coin opposé brillaient de petits objets et des pièces de monnaie que Créature avait sans doute réussi à sauver, à la manière d'une pie, du grand nettoyage de Sirius. Il était également parvenu à récupérer la photo de famille dans un cadre d'argent que Sirius avait jeté au cours de l'été. Le verre cassé ne dissuadait pas les petits personnages en noir et blanc de les regarder d'un air hautain, notamment, et Harry en ressentit un coup à l'estomac. La femme brune aux paupières lourdes dont il avait vu le procès dans la pancine de Dumbledore. Bellatrix Lestrange. Apparemment, c'était le personnage préféré de Créature. Il l'avait placé devant les autres et avait maladroitement réparé le verre à l'aide d'un morceau de sorcier collant, la bande adhésive magique. Je crois qu'il vaut mieux lui laisser son cadeau ici, dit Hermione. Elle déposa soigneusement le paquet au creux des chiffons et referma la porte en silence. Il le trouvera plus tard, ce sera très bien. Au moment où il sortait du réduit, Sirius, chargé d'une énorme dinde, émergea du garde-manger. Au fait, dit-il, est-ce que quelqu'un a vu Créature ces temps-ci? Pas depuis le soir où on est arrivé, dit Harry, quand tu lui as ordonné de sortir de la cuisine. Oui, dit
Sirius, les sourcils froncés. Je crois que moi aussi, là, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il doit se cacher quelque part dans les étages. Il ne serait pas parti définitivement quand même, dit Harry. Quand tu lui as dit dehors, peut-être a-t-il cru que tu voulais le chasser de la maison. Non, non, les elfes ne peuvent pas partir tant qu'on ne leur a pas donné de vêtements. Ils sont liés à la maison de famille. Ils peuvent la quitter s'ils le veulent vraiment, objecta Harry. C'est ce qu'a fait Dobby il y a 3 ans, quand il est parti de chez les Malfoy pour venir m'avertir. Après, il n'arrêtait pas de se punir lui-même, mais il a quand même réussi à s'absenter. Sirius parut un instant déconcerté, puis répondit. Je le chercherai plus tard. Je le trouverai sûrement là-haut en train de pleurer à chaudes larmes sur une vieille robe de ma mère, ou je ne sais quoi d'autre. Ou alors peut-être qu'il est allé se réfugier dans le séchoir